Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Nandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, ce qu'on peut appeler l'affaire Malou Malou continue à retenir l'attention. Et les quotidiens qui noient les phares titraient cette semaine Apollinaire Malou Malou une neutralité douteuse. Et d'ajouter ce qui trouble des millions de Congolais et Congolaises pour le moment, c'est l'image que leur envoyait l'abbé Malou Malou à l'époque où il dirigeait la CEI, la Commission électorale indépendante, à savoir celle des ministres de Dieu à la neutralité douteuse. À l'époque déjà, ajoute-t-il, on s'était plaint du manque de transparence des opérations préélectorales, identification, enrôlement, cartographie, des bureaux de vote et surtout au poste électoral avec le tripatouillage des résultats grâce à la magie d'une compilation à plusieurs vitesses. Fin de citation. Monsieur Mbelou, le profil de Apollinaire Malou Malou vous paraît-il convenable pour diriger la CENI? C'est nous qui devons interroger l'histoire. Déjà, la position du journal Le Phare reflète ce que nos populations pensent de l'abbé Malou Malou. Aller à l'encontre de ce que cette population-là pense serait signe qu'on n'en tient pas compte. Mais il y a aussi, au-delà de la question Malou Malou, il y a une question beaucoup plus importante. Quel Congo voulons-nous pour demain? Et puis, il y a une émission que l'abbé José Mpondou a essayé de faire sur la participation de l'abbé Malou Malou en allant dans le sens de la question que je viens de poser maintenant. Rappelez-vous que la fois passée, nous sommes revenus sur le même problème et nous avons dit un pouvoir illégitime peut prendre je ne sais qui pour le mettre à la tête de la CNI, mais comme il est légitime, nous ne voyons pas comment d'un pouvoir illégitime peut sortir un ordre légitime. Mais nous ne devons pas aussi oublier une chose. Ce qui est en train de se passer avec Malou Malou est annonciateur de l'ordre ou du désordre qui va régner demain au Congo. Nous avons la nette impression que les choix ont été déjà faits. Les choix des futurs dirigeants ou des dirigeants qui sortiront de ces élections pièges à con ont été déjà faits et on voudrait que nos populations puissent avaliser ces choix-là. Aller aux élections dans un contexte d'illégitimité, dans un pays sous occupation de la communauté internationale et des pays voisins, dans un pays où ceux qui sont à la tête règnent par défi, dans un pays où nos masses populaires n'ont pas de contrôle sur les processus d'identification, de recensement. Je vous rappelle que le recensement n'a jamais été fait dans notre pays. Comment pouvons-nous poursuivre un processus électoral sans recensement dans un contexte d'illégitimité et d'illégalité? Ce sont là les questions liées beaucoup plus au processus qu'à la personne de l'abbé Malou Malou. On peut mettre n'importe qui, mais quel est le système au sein duquel ce pays-là fonctionne? Toutes les conditions sont-elles réunies pour que nous puissions parler d'un processus électoral digne de ce nom? Moi, je réponds non. Mais la conférence épiscopale du Congo, la CENCO, c'est l'information que Radio Okapi a rapportée cette semaine, interdit aux prêtres religieux et religieuses catholiques de se porter candidats pour faire partie de la nouvelle commission électorale nationale indépendante CENI. C'est l'abbé Félicien Mouanama, deuxième secrétaire général adjoint de la CENCO, qui l'a déclaré le lundi 13 mai que les prêtres et religieux qui seront désignés membres de cette commission iront à l'encontre des dispositions
canonique de l'Église catholique. Mais il a également indiqué que cependant, qu'un évêque peut, à certaines conditions, accorder une dérogation à un prêtre pour se porter candidat. Or, dans le cas précis ici de Malou Malou, il est activement engagé dans l'action politique parce que, puisqu'il se trouve actuellement à Kampala, il est chef de la délégation d'experts du gouvernement congolais aux négociations avec les M23. Et dans ce cas précis, on pense que ça ne poserait pas de problème puisqu'il est actif en politique, donc rien ne l'empêche d'être à nouveau président de la Commission nationale des élections. Oui, mais comme vous venez de le souligner là, la SENCO émet ses principes et il appartient à l'évêque de l'abbé Malou Malou de décider si il le laisse jouer le rôle qu'il joue maintenant jusqu'à devenir président de la SENCO, président de la commission dite nationale, électorale nationale indépendante, ou pas. Hein, chaque évêque est chef dans son diocèse, il appartiendra à l'évêque de Malou Malou de pouvoir décider de ce que son prêtre va faire au cours du processus électoral qui pourrait se poursuivre. Mais encore une fois, la question n'est pas de savoir qui va diriger, présider cette commission-là. La question est de savoir les conditions minimum sont-elles réunies pour qu'une élection idoine puisse se passer dans ce pays-là? Et encore une fois, je réponds non. Très bien. Autre chose, les groupes parlementaires de l'opposition ont discuté de la désignation du porte-parole de l'opposition. Il s'agit d'une disposition constitutionnelle qui n'a jamais été appliquée depuis les élections de 2006. Ces députés ont accusé les bureaux de l'Assemblée nationale de bloquer le processus de désignation de cette personnalité. Et ils conditionnent la désignation de leurs délégués à la CENI, à la solution de cette question du porte-parole de l'opposition. Est-ce que dans ce cas précis, M. Mbelou, l'opposition est dans son rôle? Vous savez que moi j'ai beaucoup de difficultés à pouvoir me prononcer sur le véritable rôle que joue cette opposition-là. Imaginez-vous qu'au moment où nous vous parlons, certains parlementaires, un parlementaire est en prison sans que son immunité ait été levée au préalable. Je ne vois pas très bien le rôle que jouent ces parlementaires-là. Ils peuvent être de l'opposition ou de la majorité, mais encore une fois, ils relèvent d'un processus biaisé, d'un processus illégitime. Ils font du bruit, c'est bien pour eux. Peut-être que au moment où il y a des enjeux tels que ceux des élections-là, qui sont en vue, il semble qu'ils essayent de hausser le ton pour qu'ils aient des perdièmes et des histoires comme ça. Je ne crois pas que ça soit nécessairement un motif de faire du chantage pour que les choses aillent mieux. Non, nous n'avons pas jusqu'à ce jour des parlementaires de l'opposition dignes de ce nom qui se battent pour que notre pays puisse sortir du bourbier. Le bruit qu'ils font au niveau de leur organisation, c'est peut-être lié à ce que eux-mêmes pensent, mais je ne les vois pas, même avec un responsable de leur opposition, un président de l'opposition, je ne les vois pas en train de jouer un rôle parlementaire pouvant aider nos populations clochardisées à sortir du gouffre sans fond où elles sont en train de s'enfoncer aujourd'hui. Élection, débat sur le responsable de l'opposition au Parlement, tout ça c'est bien beau, mais pour quelle fin? On ne voit pas à quoi cela rime. Hein? Ils sont là depuis tout un temps et ils disent avoir voté des lois. On ne voit pas comment ces lois-là aident réellement nos populations à pouvoir connaître tant soit peu un minimum de bonheur.
Donc, ces questions-là, j'estime qu'il est bon de pouvoir les analyser ensemble. Hein. Ils font du bruit pour quelle fin? Quand ils auront leurs représentants au Parlement, est-ce que cela pourra les pousser à pouvoir travailler d'arrache-pied pour que nos populations puissent sortir du bourbier, pour que la guerre de basse intensité puisse prendre fin? Je ne les vois pas s'engager sur cette voie-là. Le gouvernement congolais a annoncé le lundi 13 mai la création d'une ville qui portera le nom de Lumumba, Premier ministre de la RDC. Lumumba-ville sera située à l'actuel emplacement de la cité de Wembonyama jusqu'au groupement Iwango dans les territoires de Katakokombe au Kasaï oriental. C'est toujours Radio Okapi qui rapporte cette information. Et citant les porte-parole du gouvernement Lambert Mende, celui-ci affirme: la motivation, c'est honorer la mémoire de Patrice Emery Lumumba qui a été assassiné à cause de la défense des intérêts nationaux dont il a fait son cheval de bataille. Monsieur Mbelou, est-ce que cela n'est pas un peu démagogique comme initiative de la part du gouvernement de Kinshasa? Si nous ne tenons compte que de la motivation, il était temps qu'une ville dédiée à notre héros national puisse exister dans notre pays. Si nous ne tenons compte que de la motivation, on peut même dire que cette motivation est noble. Mais la question qu'on peut se poser, d'où vont venir les moyens pour construire une telle ville? Puisque les villes qui existent déjà, elles sont dans un état lamentable. Et d'où va provenir les moyens pour bâtir cette nouvelle Lumumba-ville? Voilà, ce sont là les questions connexes que nous pouvons nous poser. Les villes qui existent déjà ne sont pas entretenues. Kinshasa, qui avait été une ville construite pour 2 millions de personnes, aujourd'hui en regorge plus ou moins 10 millions. La ville d'Okananga, par exemple, est cassée, et elle est en train d'être détruite par les ravins. Et je vous rappelle que ces messieurs-là n'en sont pas à leur première promesse. C'est là que je pourrais vous donner raison en disant, vu les élections qu'il prévoit, on pourrait situer cette annonce dans le cadre de la démagogie. On ne peut pas multiplier les villes sans le nombre de villes, sans dire comment les moyens pourront être disponibles, comment les moyens pourront être disponibilisés pour leur construction. Et je vous dis qu'ils n'en sont pas à leur première annonce. Rappelez-vous, à plusieurs reprises, ces messieurs-là ont annoncé qu'ils allaient construire les chutes Katende à Kananga, au Kasaï occidental. Ils ont même été posés une pierre. Hein, c'est leur autorité morale qui est allée poser une pierre aux chutes Katende. Jusqu'à ce jour, les chutes n'ont pas encore été construites. Nous n'avons pas encore un barrage hydroélectrique au Kasaï occidental. Je suis plus ou moins convaincu avec vous que c'est une annonce démagogique. Mais si il pouvait aller au-delà de la démagogie pour que nous ayons au cœur du Congo une ville dénommée Lumumba-ville, ça serait une bonne chose. Ça serait quelque chose à retenir à leur actif malgré toute leur démagogie. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et le président de la Banque mondiale, Yim Yong-kin, doivent arriver le 22 mai prochain à Kinshasa pour entamer une tournée dans la région des Grands Lacs. C'est toujours Radio Okapi qui l'annonce. Et dans un communiqué conjoint publié le jeudi 16 mai, les deux personnalités ont affirmé que c'est principalement des dirigeants de la région qui dépendront la paix, la stabilité et la croissance économique. Pour les cas de notre pays, M. Mboul, les cas de notre pays, a-t-il des dirigeants qui permettraient d'atteindre cet objectif? Moi, je pose toujours des questions qui peuvent paraître bêtes. Hein. Est-ce que ce sont
les dirigeants de la sous-région des Grands Lacs africains ou de l'Afrique australe qui ont commandité la guerre de basse intensité qui a commencé chez nous vers les années 90 jusqu'à ce jour. Comment peuvent-ils trouver des solutions là où ils n'ont pas été des acteurs majeurs? C'est vrai qu'ils ont joué un rôle à quelque niveau que ce soit, mais pour que ce pays-là qui est nôtre, puisse sortir de la guerre de basse intensité qui lui est imposée, nous avons besoin de faire la vérité sur ce qu'il y a eu réellement. Je crois vous avoir envoyé cette semaine un document rédigé en 2008, un document qui essaie de reprendre, de commenter et même de dépasser les preuves qui avaient été trouvées par le juge espagnol Meirelles dans le jugement qu'il a pu émettre sur Kagame et ses proches, ceux qui avaient été impliqués dans l'assassinat des ressortissants espagnols au Rwanda pendant la période du génocide. Donc ce document-là montre, noir sur blanc, l'implication des uns et des autres, l'implication des acteurs majeurs et le rôle qu'ils ont joué pour que cette guerre-là commence et dure. Alors si aujourd'hui on nous fait croire que ce sont les responsables de la sous-région des Grands Lacs africains et même de l'Afrique australe qui doivent trouver des solutions à cette guerre de basse intensité, je dis, ils ne seront pas allés loin parce que pour la plupart, ils ont été utilisés comme des marionnettes, comme des machines à tuer. Où est-ce qu'ils ont trouvé des sous pour pouvoir mener une guerre de cette envergure-là pendant si longtemps? Où est-ce qu'ils ont trouvé des armes pour mener une guerre d'une si grande envergure pendant si longtemps? Où est-ce qu'ils ont trouvé les moyens de communication qui ont été repartis sur toute l'étendue de cette sous-région-là jusqu'au Congo-Brazzaville? Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Relisez ce document-là, vous trouverez que sans l'implication des alliés pléniers impliqués dans cette guerre-là, nous risquons de nous leurrer. Nous risquons de nous leurrer. Et souvent, je renvoie à un petit livre hein, qui est encore d'actualité et qui montre que de temps en temps, quand nous parlons de la guerre, nous puissions aussi chercher à approfondir les stratégies de la guerre. Pourquoi est-ce qu'il y a la guerre? Et je renvoie à ce petit livre-là de Michel Collomb intitulé « Bush, le cyclone ». Quand on lit ce petit livre-là, et ce grand, dont on peut trouver le commentaire de l'auteur, sur le Facebook des amis de Jean-Pierre Mbelou, le mythe de la bonne guerre de Jacob Poels, les États-Unis et la Deuxième Guerre mondiale. Je renvoie à la deuxième édition de ce livre. C'est bien de se documenter pour pouvoir comprendre à quoi sert une guerre et pourquoi à un certain moment on est obligé de la mener par des personnes, des pays interposés. Si on ne comprend pas ces questions-là, il nous sera très difficile de pouvoir imaginer des issues à cette situation de guerre permanente et je dirais même de guerre perpétuelle. Mais dans l'entretemps, il y a eu l'accord d'Addis Abeba, dont tous ces pays de la région sont signataires. Oui, mais c'est la raison pour laquelle je vous renvoie à ce document-là, le document que je vous ai envoyé au courant de la semaine. Si vous le lisez, vous comprendrez que les pays impliqués dans le mécanisme de suivi, par exemple de 11 plus 1, la plupart de ces pays-là étaient déjà impliqués dans la guerre quand elle a commencé. Vous voyez par exemple
plusieurs d'entre nous ne savent pas que M. Julius Nyerere a été impliqué dans cette guerre-là et a été parmi les parents de M. Museveni, par exemple. Donc, comme on ne sait pas tout ça, on entretient un flou, on tombe dans l'amnésie, on tombe dans l'ignorance et on a des difficultés à pouvoir travailler à des solutions, à des issues durables. Très bien. Le dialogue national annoncé par Joseph Kabila lors de son message de vœux à la nation en décembre dernier s'ouvrira dans les prochains jours. C'est ce que Lambert Mende a déclaré le jeudi 16 mai au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Il a indiqué que ce forum entend rassembler les Congolais pour rétablir et consolider la cohésion nationale afin de contrer les cycles de violence et les menaces de balkanisation de la RDC. Fin de citation. Monsieur Mbelou, ce fameux dialogue devient comme un mirage qu'on annonce et qui n'arrive jamais. A-t-il encore de l'intérêt selon vous? Rappelez-vous que nous avions déjà débattu un peu sur cette question-là. Je vous avais dit qu'il ne peut pas y avoir de cohésion nationale sans un minimum de confiance de nos populations dans ceux qui prétendent être nos gouvernants, mais aussi sans un minimum de justice sociale. La question n'est pas tout simplement que le pays est en train d'être balkanisé et qu'il a déjà même implosé. La question est de savoir qui gère ces pays-là et pour quelle fin. Ceux qui travaillent à la balkanisation et à l'implosion du Congo sont au cœur des institutions qui convoquent le dialogue. Donc, le verre est dans le fruit, comme le disent plusieurs de nos compatriotes ces jours-ci. Donc, si le verre n'est pas sorti du fruit, on a beau multiplier les conférences, les concertations pour la cohésion sociale, rien n'y fera. Il est important, il est souhaitable que le verre qui est dans le fruit puisse être sorti. Hein? Rappelez-vous ce que nous avions dit l'autre fois, ceux qui coopèrent avec les initiateurs de la guerre de basse intensité détruisent notre pays de l'intérieur. Hein? Vous comprenez pourquoi je vous renvoie régulièrement à notre ouvrage collectif intitulé « La République démocratique du Congo face au complot de balkanisation et d'implosion ». Quand vous lisez les témoignages donnés dans cet ouvrage, vous comprenez que toutes ces conférences, toutes ces concertations sont orchestrées pour pouvoir poursuivre le processus de balkanisation et d'implosion de notre pays. N'oublions pas que les commanditaires de la guerre, les alliés pléniers de cette guerre et leurs marionnettes ont planifié la destruction de notre pays et son pillage sur le court, moyen et long terme. Hein, de temps en temps, ils vont nous rouler dans la farine avec des formules du genre concertation nationale pour la cohésion nationale, lutte contre la balkanisation, mais dans l'entretemps, ils travaillent eux-mêmes à cette balkanisation de l'intérieur. Le verre est dans le fruit. Mais M. Mbelou, plusieurs opérateurs politiques semblent être demandeurs de ces dialogues politiques. Il n'y a pas que le pouvoir qui veut peut-être l'organiser pour se légitimer par rapport à la crise électorale qu'il y a eu il y a une année et demie, mais il semble que du côté de l'opposition, certains soient aussi intéressés par ces dialogues nationaux. Ah, pour des raisons peut-être perdiémiques, hein, on ne sait jamais. N'oubliez pas que ce qui fait office aujourd'hui de classe politique chez nous, ce n'est pas une élite politique digne de ce nom. Si vous oubliez cela, vous risquez de croire dans tout ce que ces messieurs-là et ces dames essayent
d'imaginer pour pouvoir servir leur Dieu qui est leur ventre. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas par-ci par-là des hommes et des femmes de bonne volonté au Congo qui travaillent de tout leur cœur pour que ce pays-là puisse finalement connaître un bonheur collectif partagé. Mais ils sont tellement minoritaires ou minorés de telle façon que leur voix ne porte pas. Le système est bloqué, le système est pipé de l'intérieur. Comme je le disais, le verre est dans le fruit. Comme à des occasions de ce genre-là, il y a de l'argent qui sort, et nos politiciens ou ceux qui font encore office de politiciens au Congo le savent, ils savent qu'ils pourront être bien servis avec le per diem. Mais encore une fois, j'ai dit que cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas par-ci par-là des compatriotes, malheureusement minorés, qui cherchent de l'intérieur à pouvoir faire sortir notre pays du pétrin. Paul Kagame était hier à Londres et loin de la région des Grands Lacs, il semblait être redevenu simple humain à la merci de la colère de la diaspora congolaise. Avez-vous suivi ces images et qu'est-ce que cela vous a-t-il inspiré? J'ai suivi les images et cela m'a inspiré plusieurs choses à la fois. Nous avons vu, et les compatriotes qui étaient sur place ont vu, que ce monsieur-là a été reçu dans une université britannique. Ce sont des signes qui ne mentent pas. Les universités sont les lieux du savoir. Accueillir un monsieur de la trempe de Paul Kagame dans un lieu de savoir avec tout ce qu'il a comme sang sur les mains, cela devrait nous interpeller. Cela devrait nous interpeller non pas simplement pour que nous puissions nous limiter en nous entraînant à Paul Kagame, mais pour que nous puissions comprendre que seul Paul Kagame ne peut rien. C'est quand il travaille avec ses universités, avec ses pays anglo-saxons, qu'il est orgueilleux, qu'il est audacieux et qu'il poursuit la mission qui lui a été confiée. Dieu merci, nos compatriotes ont essayé tant soit peu de manifester leur colère, mais je me demande si ils ne devraient pas aller un peu plus loin que la colère, c'est-à-dire poser entre autres ces questions bêtes. Pourquoi ce monsieur est-il reçu dans les universités, dans les lieux de savoir en Grande-Bretagne et aux États-Unis? Là, nous revenons à la question des initiateurs de la guerre et aux documents dont je suis en train de vous parler. Donc si nous ne posons pas ces questions-là qui peuvent paraître bêtes, nous risquons de nous en prendre aux marionnettes et de laisser les alliés pléniers de cette guerre-là dans la place, à la place qui leur convient mieux, c'est-à-dire dans l'ombre. Mais que lui, Paul Kagame, soit obligé de passer par une porte dérobée pour accéder au lieu de cet événement, qu'est-ce que cela vous inspire-t-il? Cela n'est pas une indication de quelqu'un qui n'a pas sa conscience tranquille. Pourquoi passer par une porte dérobée? Vous pensez que Paul Kagame sans armes est fort? Non. Ce sont des gens qui ont très peur. Ce n'est pas pour rien que ces gens-là tuent. Ils tuent, ce sont des machines à tuer, ils ont été formés et éduqués comme ça. Mais blague ou quoi, ce sont aussi des gens qui ont très peur de la mort. Ce monsieur-là est fort quand il se promène avec ses gardes du corps, quand il est armé. Mais main nue, il ne pouvait pas résister à la colère des Congolais. Et puis, ceux qui l'ont reçu savent. Ils savent que les Congolais sont en colère contre leur hôte. Mais ils s'en moquent aussi. C'est ça que nous ne semblons pas de temps en temps percevoir. Ils s'en moquent parce que
ce qu'ils vont toucher après cette réception de Paul Kagame va réparer les dégâts ou ce qu'ils auront dépensé pour la police qui a monté la garde et qui a fait rentrer Paul Kagame par la porte dérobée. Et nous devons de temps en temps, ou même régulièrement, aller au-delà de ce que nous voyons. Qu'est-ce que Paul Kagame a fait pour qu'il soit reçu de cette façon-là, même par la porte dérobée? Qu'est-ce qu'il est encore allé recevoir comme mission pendant que Ban Ki-moon et cet autre monsieur de la Banque mondiale sont en train de se pavaner chez nous? Allons au-delà de ce que nous voyons. Hein? Nos manifestations sont des moments où nous nous mettons debout pour crier notre ras-le-bol, mais nous ne devrions pas nous limiter à la colère. Nous devrions aller au-delà. Comment faire pour que ceux qui reçoivent ce monsieur-là comprennent qu'au lieu de tuer, au lieu de piller, il y a moyen de passer par des voies normales pour que le commerce auquel ils voudraient avoir accès se fasse convenablement sans qu'on verse le sang. Donc il y a aussi ce travail-là à faire. Pour finir un mot sur Eugène Diomine Dongara, son épouse déplore les conditions de détention de son époux à la prison de Makala à Kinshasa. Elle a déclaré le jeudi 16 mai que son conjoint fait l'objet de traitements inhumains depuis la diffusion d'une photo sur un site internet les montrant à côté d'autres détenus politiques de la prison. Monsieur Mbelou, on a comme l'impression que le pouvoir de Kinshasa avait opéré à huis clos et que il ne veut pas de cette publicité négative entre guillemets. Oui, le pouvoir os de Kinshasa, hein, parce que je ne le dirai jamais assez, Kinshasa n'a pas de pouvoir. Kinshasa travaille avec des marionnettes de ceux qui ont le véritable pouvoir. Et là, sans passer du coq à l'âne, je renvoie nos auditeurs à un numéro très important de manière de voir, du monde diplomatique, manière de voir, le numéro 122, qui a comme titre « Où se cachent les pouvoirs ?» Ça sont des choses à connaître. Hein? Où se cachent les pouvoirs? On ne doit pas tout simplement voir quelqu'un bomber le torse et dire « Ah, c'est lui le chef ». Non. Où se cachent les pouvoirs? Il faut approfondir ces questions-là. Pour revenir à votre question, ces gens-là veulent opérer souvent dans l'ombre, comme tous les pouvoirs mafieux. C'est ça le problème. Comme tous les pouvoirs marionnettes et mafieux, ils aiment opérer dans l'ombre. Et c'est de cette façon-là qu'opèrent les vampires. Ils ont très peur de la lumière du soleil. Et dès qu'ils sont vus, ils s'enfuient. On nous a vus, ils s'enfuient. Et c'est là que le travail que vous faites, c'est là que le travail que font beaucoup de nos compatriotes en essayant de mettre à nu le comportement de ces messieurs-là qui nous gouvernent par défi, que vous voyez de temps en temps certains d'entre nous qui sont emprisonnés, relâchés. Pourquoi? Parce que ceux qui veulent opérer avec leurs marionnettes dans l'ombre ont peur de la lumière de la vérité. Ils ont peur de la lumière du soleil. Bon, n'oubliez pas que tout le Congo est une vaste prison. Il y a Djomi, il y a les autres prisonniers politiques, mais presque tout notre pays est une grande prison, une prison à ciel ouvert. Combien de nos compatriotes meurent presque chaque jour? Hein, nous attendons encore Gekoko pour qu'il parle. Il est rentré dans un mutisme assourdissant, mais il avait des exemples à nous donner pour que nous comprenions que presque chaque jour, nos compatriotes meurent
parce que ils ne savent pas se soigner, parce que ils ne savent pas manger, parce que ils ne savent pas avoir accès aux droits élémentaires. Donc Johnny, qui est emprisonné, qui connaît des difficultés, est un cas parmi des millions de cas des Congolais qui vivent chez nous dans cette prison à ciel ouvert. Et là, on pourrait encourager sa femme à aller un peu plus loin dans sa démarche, mais que Patricia puisse comprendre qu'elle ne se bat pas seule. Hein, elle a parlé de faire une grève de la faim. Est-ce que cela vous semble une bonne idée? Bon, elle peut tenter, mais face aux personnes qui n'ont pas l'effectivité du pouvoir, vous voyez, ces messieurs-là ont tué Chebea. Ces messieurs-là ont tué Fidel Bazana. Eux, ce sont des machines à tuer. Est-ce qu'ils vont se laisser mouvoir par une grève de la faim? Je ne pense pas beaucoup. Hein? Ils ont perdu ce qui fait de l'homme un humain, le cœur. Ils sont cyniques. Ils sont cyniques. C'est ainsi qu'ils tuent de sang-froid. Je ne pense pas que la grève de la faim puisse être l'ultime recours. Mais si elle, comme c'est une femme qui réfléchit très très bien, si elle croit qu'après mûre réflexion, elle peut faire une grève de la faim, je crois que c'est bon, elle est libre, hein, c'est une initiative qu'elle prend en toute liberté et elle est respectable. Très bien, merci beaucoup M. Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien M. Etienne Ngandou et à la semaine prochaine.